Bienvenue de nouveau dans la troisième et dernière vidéo du 19e chapitre du programme Crystal Clear Electronics, intitulé Mémoire non volatile EEPROM. Avec Joseph, nous allons vous montrer comment utiliser la mémoire EEPROM du microcontrôleur Atmega16A. Tout d'abord, jetons un coup d'œil à la fiche technique de l'appareil. La base de données de l'appareil, les données et les 16, consultez la fiche technique de l'Atmega16A aux pages 18-23 pour des informations et des instructions sur l'utilisation de l'EEPROM. Vous pouvez voir la taille de la mémoire, l'accès par octet, et les 100 000 cycles d'écriture et d'effacement garantis. Vous pouvez trouver des informations détaillées sur les registres à utiliser et comment les contrôler pour lire et écrire dans l'EEPROM. Il y a 3 registres qui contrôlent l'EEPROM. Le EECR, registre de contrôle de l'EEPROM, le EEAR, registre d'adresse de l'EEPROM, et le EEDR, registre de données de l'EEPROM. Le premier stocke les paramètres pour l'EEPROM et l'opération en cours, qui peut être une lecture ou une écriture. Le deuxième stocke l'adresse mémoire utilisée, et le troisième est les données elles-mêmes qui sont écrites ou lues. Je ne vais pas entrer dans l'utilisation détaillée de ceux-ci ici, car Atmel Studio fournit une bibliothèque EEPROM qui fait tout le travail difficile pour nous, et nous pouvons contrôler l'EEPROM à travers quelques fonctions simples. Les fonctions de lecture d'octet et d'écriture d'octet de l'EEPROM sont utilisées pour lire ou écrire un seul octet. Mais il existe des variantes se terminant par mot, c'est-à-dire 16 bits, double mot, c'est-à-dire 32 bits, flottant, et bloc. De plus, il existe une fonction de mise à jour d'octet de l'EEPROM qui n'écrit des données que si elles diffèrent des données stockées. La fonction de mise à jour de bloc de l'EEPROM a 3 arguments: l'adresse mémoire du tableau d'octets dans la RAM, l'adresse de départ dans l'EEPROM, et la longueur du bloc. La méthode est utilisée pour copier les premiers n octets du tableau d'octets vers la région EEPROM, en commençant à partir de l'adresse de départ donnée. Cependant, il ne modifie chaque octet de l'EEPROM que si la valeur dans le tableau d'octets est différente de la valeur stockée dans l'EEPROM. L'écriture, un exemple simple. Démontrons, à travers un exemple simple, comment stocker quelques paramètres de configuration, 3 dans notre exemple, en utilisant l'EEPROM. L'état des 3 paramètres sera affiché par 3 LED, et il sera réglable par 3 boutons. Nous ne leur donnerons pas de nom, mais ils pourraient l'être, paramètres. Par exemple, disons que le premier est le bit de parité activé ou non activé. Le deuxième est le bit de parité pair ou impair, et le troisième peut signifier qu'un ou 2 bits d'arrêt sont utilisés. Bien sûr, vous pouvez imaginer n'importe quoi d'autre derrière les boutons. À propos du projet CE19 UnuPrompt, dans Atmos Studio. Ouvrez main.c et regardez le code. Configurez le câblage dans l'entête du fichier main.c, qui est également montré dans le schéma de câblage ici. Avant de télécharger le code sur le microcontrôleur, mettez un commentaire avant chaque ligne contenant UIPROMWrite. S'il y a une erreur dans l'écriture, l'un des broches peut flotter, ce qui entraîne des LED clignotantes rapidement et une écriture rapide de l'EEPROM, ce qui doit être évité. Si les LED fonctionnent correctement, alors vous pouvez écrire en toute sécurité dans la mémoire EEPROM. Rappelez-vous, flotter signifie que la broche n'est pas dans un état défini, donc pas en logique, haute ou basse. Mais en raison des interférences électromagnétiques de l'environnement, sa tension, et donc son état, fluctue en continu. Le but du programme est de changer la valeur du paramètre stocké lorsque le bouton est pressé, c'est-à-dire l'état de la LED, allumée ou éteinte. La première tâche que nous devons résoudre est de changer l'état des LED. Si un bouton est pressé, donc s'ils sont allumés, éteignez-les et vice-versa. Comme première étape, nous déclarons des constantes pour les adresses mémoire, stockant l'état de chaque ID, ou, en d'autres termes, des pointeurs. La valeur pointée par le pointeur LED1 va stocker l'état de la première LED, c'est-à-dire allumée
ou éteinte. Le pointeur LED 2 pointe vers l'état de la deuxième LED et le pointeur LED 3 contrôlera la LED 3. Donnez-moi les 16 microcontrôleurs. L'EEPROM du microcontrôleur Atmega 16A a une longueur de 512 octets, donc les adresses mémoire peuvent être comprises entre 0 et 511, ou dans le système numérique hexadécimal 0BO00, 0x1 et XF. Dans l'exemple, nous adressons les trois premières adresses mémoire pour simplifier, donc 0. 1, 2. Tout d'abord, le programme termine l'initialisation des entrées et des sorties avec la fonction IOINIT. Si la valeur dans le PROM est 0, la LED doit être éteinte, sinon elle doit être allumée. Lors de la première exécution, le PROM contient généralement un état effacé, ce qui signifie qu'elle est remplie de 0 IXFF. Donc, les trois LED seront allumées. Initializations de Porto. Après l'initialisation, nous lisons les trois nombres stockés dans l'EEPROM et réglons les LED en conséquence. Pour lire un octet, nous utilisons la fonction EEPROM readByte qui a un seul argument, c'est l'adresse mémoire que nous voulons lire, et elle renvoie la valeur de l'octet. Et voici la valeur de l'octet dans la mémoire. Avec cela, la partie d'initialisation de notre programme est terminée, et la prochaine partie est la boucle infinie, où nous lisons l'état des boutons. La fonction TBI renvoie la valeur de l'entrée spécifiée, tandis que SBI met la sortie donnée à un état logique haut, et CBI met la sortie à un état logique bas. Le système réagit aux trois boutons séparément, mais de manière similaire. La seule différence dans le reste du code par rapport à la section ci-dessus, c'est l'adresse de l'EEPROM et les broches. Nous entrons dans le premier if lorsque le bouton sur PD4 est pressé. Tirer logique haut. Nous n'avons pas mis en œuvre de détection de rebond matériel pour les boutons poussoirs, mais nous voulons tout de même éviter les effets négatifs du rebond, par exemple, écrire inutilement dans le EEPROM à chaque changement d'état, ce qui pourrait l'altérer. Au lieu de cela, nous devons implémenter le décalage en logiciel. Une façon de faire cela est de mesurer un temps après lequel le rebond est sûr d'être arrêté, puis, après avoir rejeté le premier changement d'état, faire attendre le microcontrôleur pendant cette durée mesurée avant de continuer. Nous plaçons le délai après que la première partie a été remarquée. Cela se fait par la fonction de délai qui attend le nombre de millisecondes passées en argument, 1000 secondes du nombre écrit dans l'élan. Après avoir appuyé sur le bouton, nous devons attendre qu'il soit relâché, car c'est à ce moment-là qu'une pression complète sur le bouton est terminée. Ensuite, nous lisons la valeur de notre sortie numérique et la changeons pour qu'elle soit opposée, tout en écrivant également dans l'EEPROM. La fonction d'écriture d'octet de l'EEPROM prend deux arguments et n'a pas de valeur de retour, le premier étant l'adresse mémoire où nous voulons écrire, le second étant la valeur réelle. Maintenant, téléchargeons le programme sur le microcontrôleur et voyons comment ça fonctionne. D'accord, nous sommes... Terminé. Nous nous attendons à ce que l'appui sur un bouton change l'état de sa LED. Donc maintenant, j'appuie sur le bouton du milieu, et la LED du milieu devrait s'allumer. Si j'appuie à nouveau sur le bouton, la LED s'éteindra. Maintenant, voyons ce qui se passe si nous appuyons sur plus d'un bouton en même temps. J'appuie sur les deux boutons de bord en même temps. Vous pouvez voir que seule l'une des lumières est allumée, donc ce programme ne peut pas gérer plus d'un bouton à la fois. Maintenant peut gérer plus de boutons en même temps. Voyons si notre mémoire EEPROM fonctionne vraiment. Définissez une combinaison de codes, puis déconnectez l'alimentation du circuit. Vous pouvez voir que le système est maintenant éteint et les LED sont éteintes. Dès que j'ai rebranché l'alimentation, les mêmes deux LED devraient s'allumer comme avant que l'alimentation ne soit coupée.
Vous pouvez voir que cela s'est produit, donc nous avons réussi à sauvegarder nos paramètres dans l'EEPROM. Comme vous pouvez le voir, cet exemple de code ne peut gérer qu'une seule pression de bouton à la fois. Essayez de mettre en œuvre le code capable de détecter les 3 boutons enfoncés en même temps. Gardez à l'esprit que l'écriture dans l'EEPROM est une opération relativement lente et vous ne pouvez accéder qu'à une seule adresse mémoire à la fois. Nous tenons à souligner à nouveau que tant que vous n'avez pas vérifié que votre circuit et votre code fonctionnent comme prévu, il est judicieux de commenter toutes les opérations EEPROM et de les remplacer par la lecture et l'écriture de variables normales. Cela peut éviter que votre mémoire EEPROM ne s'use trop tôt. Si l'écriture dans l'EEPROM n'a pas besoin de se faire immédiatement, ou si le logiciel ne garantit pas que les données à sauvegarder seront différentes des données déjà présentes dans l'EEPROM, il est judicieux d'utiliser les fonctions de mise à jour de l'EEPROM au lieu des fonctions d'écriture de l'EEPROM. Bien sûr, il y a d'autres moyens de résoudre ce problème. Par exemple, les interrupteurs, contrairement aux boutons, conservent leur état mécaniquement. Donc lorsque vous les utilisez, il n'est pas nécessaire de stocker l'état électroniquement. Cependant, leur inconvénient est que nous ne pouvons pas modifier leur état électroniquement, par exemple par un message envoyé via un canal de communication, alors que nous pouvons le faire avec des valeurs stockées dans l'EEPROM. De plus, stocker des nombres avec des interrupteurs est encombrant, car vous ne pouvez assigner qu'un seul bit à chaque interrupteur, ce qui signifie que vous avez besoin de 16 interrupteurs pour stocker un nombre de 16 bits. Par exemple, dans le cas de télécommandes simples à faible sécurité ou de portes de garage, les adresses du transmetteur et du récepteur sont généralement réglées avec un interrupteur à 8 bits. Mais pour des télécommandes plus sérieuses, comme une clé de voiture, une solution de code de saut est utilisée ici. Non seulement le code en constante évolution est stocké séparément par la clé et la voiture, mais les données nécessaires pour générer le code correspondant sont également stockées dans la mémoire EEPROM. Donc par exemple, pour une nouvelle clé d'allumage, la clé doit d'abord être appairée avec la voiture. Dans le chapitre 19 du programme Crystal Clear Arctonix, nous vous présentons les fonctionnalités de base et l'utilisation de l'EEPROM et explorons les applications de ce type de mémoire. Nous vous encourageons à expérimenter, à construire, et à utiliser des dispositifs de mémoire non volatiles comme l'EEPROM et à explorer leur potentiel. Nous espérons que les connaissances acquises ici vous seront d'une grande aide. Dans les vidéos suivantes, nous vous montrerons également des choses importantes et intéressantes du monde des systèmes embarqués, alors restez à l'écoute. Vous pouvez télécharger le programme au format PDF sur crystalclearelectronics.eu ou en hongrois sur crystalitistelectronica.hu. Vous pouvez trouver une application mobile pour les plateformes Android, Roid et iOS sous le même nom. Suivez-nous sur Facebook pour les dernières nouvelles et à bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.